Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition. Tout de suite, les titres. Marche nationale, des milliers d'étudiants se sont rassemblés pacifiquement à travers le pays pour demander justice pour Fallou Sène. Ils réclament le départ des ministres de l'Enseignement, de l'Intérieur et des Finances et continuent de dénoncer les bavures policières. Paiement de leurs droits et réintégration au sein de l'entreprise. C'est ce que réclament les 90 ex-employés de la société SAIPM SA. Licenciés en 2015, ils parlent de licenciement abusif. Stop à la corruption en Afrique, c'est le cri de cœur du groupe des ambassadeurs accrédités au Sénégal. Des ambassadeurs qui se sont réunis pour établir des stratégies pour lutter contre ce fléau qui freine la transformation économique du continent. Et également à la une ce soir, la Coupe du Monde 2018. Aliou Cissé et les Lions de la Teranga ont reçu des mains du chef de l'État le drapeau national. Une cérémonie pendant laquelle le président a encouragé l'équipe du Sénégal à aller le plus loin possible lors de la compétition qui démarre le 15 juin prochain. Justice pour Fallou Sène. C'est ce que clamaient ce matin des milliers d'étudiants de différentes universités du pays qui ont effectué une marche pacifique. À Dakar, ils ont marché de la place de la Nation jusqu'au rond-point de la RTS. Ils réclament entre autres les départs des ministres de l'Enseignement, de l'Intérieur et des Finances. Reportage Kodendiaï. Justice pour Fallou Sène, Mary Teuw Niane dégage, entre autres slogans scandés par des étudiants décidés à aller jusqu'au bout de leur combat. L'heure n'est pas à la division. L'heure n'est pas à je suis de l'UCAD, je suis de l'UGB, je suis de Thiès, je suis du privé. Aujourd'hui, même les universités privées sont là avec nous. Toutes les universités du Sénégal, sont là. Et je voudrais rappeler à qui ne le sait pas que les étudiants ne sont pas corruptibles. Je ne suis pas corruptible. Qui me connaissait, que je m'en fous de cet argent sale. Pour ces étudiants, la mort de leur camarade Fallou Sène est la conséquence d'une chaîne de responsabilité. Ils demandent les départs purs et simples de ces ministres. La coordination des étudiants de Sénégal, par la voix du président de la CSL, a demandé au président de la République de limoger ou de faire démissionner les ministres suivants. Le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre des Finances et le ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, c'est ce qui peut nous faire revenir à notre décision. Le président des étudiants de Dakar dénonce toute tentative de division de leur mouvement. Selon lui, les étudiants des différentes universités du Sénégal sont plus que jamais soudés à mener le combat dans une dynamique unitaire. Cette marche a été organisée par toutes les universités du Sénégal. Ce qu'il y a à comprendre, c'est quoi? Saint-Louis, Thiès, Dakar, Bambey et UGB, Ziguinchor, nous sommes tous des étudiants du Sénégal et nous partageons la douleur. Aucune tentative de division ne passera pas. Ça, il faudrait que ce soit clair. Les étudiants maintiennent leur mot d'ordre de grève jusqu'à ce que leurs revendications soient correctement satisfaites. Et voilà, et les étudiants de Saint-Louis se sont également fortement mobilisés pour cette marche pacifique, une marche très encadrée par les forces de l'ordre. Alors écoutons sans plus tarder Babacar Cissé, le président du cercle des étudiants de Saint-Louis au micro de Gambi Diagne. La coordination des étudiants de Saint-Louis réitère son engagement et sa disponibilité pour la cause de l'étudiant. La coordination des étudiants de Saint-Louis remercie tout le monde pour l'appel. À toute la nation sénégalaise, à tous les parents d'étudiants du Sénégal, à tous les étudiants du Sénégal, nous dénonçons la violence faite aux étudiants. Nous fustigeons la violation des franchises universitaires. Nous ne méritons pas d'être assassinés en réclamant nos droits. Nous demandons le respect des engagements de l'État du Sénégal. Nous réclamons le respect et la considération. Nous n'accepterons plus aucune forme de maltraitance et d'indignité. Nous exigeons une justice pour le camarade Mohamedou Fallou Sène. Nous demandons la punition des autorités impliquées dans son assassinat. Nous exigeons une prise en charge de sa famille. À la mémoire de Mohamedou Fallou Sène, paix à son âme.
Et rendons-nous à présent dans la région de Diourbel, à Mbacké, où les étudiants de la ville ont également manifesté. Alors comme à Dakar et à Saint-Louis, ils réclamaient la démission des différents ministres, mais ils revendiquent surtout une meilleure considération de l'étudiant sénégalais. Écoutons Modou Marem Diagne, le porte-parole des étudiants de Mbacké, au micro d'Eladji Modou Gueye. Nous avons fait cette marche pour lui rendre hommage. Et par-delà cet hommage, nous avons dit que le combat que lui il avait mené, malheureusement il n'a pas pu le terminer. C'est à nous de continuer la bataille. Et cette bataille n'est rien d'autre qu'une meilleure considération de l'étudiant sénégalais. Une meilleure considération de l'étudiant sénégalais et aussi le respect des espaces universitaires avec les franchises universitaires qu'on avait ratifiées le 24 novembre 1994, qui est régi par nos lois. Nous nous adressons directement au chef de l'État, le premier Sénégalais. Je lui rappelle simplement ses dires, son mot inaugural. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que nul n'est au-dessus de la loi. Je lui rappelle juste cette formule, que même ceux qui sont proches de lui ne doivent pas être au-dessus de la loi. Toutes les autorités confondues qui sont impliquées dans cette affaire doivent répondre devant la loi, doivent régler ce problème. Il avait reçu, lors de la mort de Bassirou Faye, il avait reçu les étudiants dans son palais et avait dit que dès les 5 de chaque mois, il va payer les bourses sans délai. Donc nous lui rappelons juste ces promesses et que cela ne soit pas simplement des promesses. Et il faut le dire aussi tout de suite avec toute la fermeté que cela nécessite. Nous réclamons la démission de toutes les autorités qui sont impliquées dans cette affaire, à commencer par le ministre de l'économie et des finances, à commencer aussi par le ministre de l'enseignement supérieur, M. Mary Teuw Niane, et aussi le ministre de l'Intérieur et des Forces armées. Voilà, échangeons de région pour une actualité tout aussi importante. Nous l'avons appris en Casamance, des échanges de tirs entre l'armée nationale et des éléments armés ont provoqué la mort par balle d'un enfant âgé de seulement 4 ans. L'incident a lieu dans la nuit de mercredi à jeudi dans le village de Samik à Ziguinchor. La balle aurait traversé la fenêtre de la chambre où l'enfant dormait dans son lit. Et pour ce qui est de l'identité des tueurs, la DIRPA a renseigné pour l'instant que cette même nuit, une bande armée a attaqué des boutiques dans ce village, ce qui aurait donc entraîné la riposte des militaires. Affaire donc à suivre. Et l'actualité concerne aussi les ex-employés de la société SAIPM SA, je vous le disais en titre, une société spécialisée dans la recherche et les forages pétroliers. Ces ex-employés réclament le paiement de leurs droits et veulent une réintégration dans l'entreprise. Licenciés depuis 2015, ils crient à l'injustice et dénoncent des licenciements jugés abusifs. Au nombre de 90, ils ont fait un sit-in aujourd'hui dans le quartier HLM Padoua. C'est un reportage d'Eladji Moussa Bey. L'affaire remonte à 1981. À l'époque, l'entreprise était dénommée Bouygues Offshore. En 2002, la société change de dénomination et répond au nom de SAIPM SA. 2004, elle intègre la filiale Pétrole Project Service AG. 10 ans après survient le lot de licenciements. 90 travailleurs seront ajournés sans entrer en possession de leurs droits. Au-delà des démarches judiciaires entamées, ils réclament justice. Le juge a dit que la relation du travail n'a pas été établie. Ce qui est étonnant, parce que devant la table du juge, il y a un contrat, le contrat qui nous a liés avec l'employeur, avec les bulletins de salaire, celui de Bouygues Offshore, SAIPM SA et Global Petrol Project, avec les lettres de licenciement traduites. Bon, à ce moment, quand il donne vite son délibéré pour dire que la preuve de relation du travail n'a pas été établie, c'est étonnant parce que nul ne peut pas savoir. Pourquoi? Parce que non seulement en juridique, quand vous donnez une citation à deux parties et l'autre partie refuse de défaire à la convocation, la moindre des choses, c'est de le condamner par défaut. Malgré les citations décernées, la société n'a jamais été représentée devant le juge. Ces ex-employés de Pétrole Project Service AG interpellent ainsi le chef de l'État. Nous lançons un appel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'abord, qui est le gardien de la Constitution. Nous l'avons adressé 5 lettres avec accusé de réception. Rien que c'est pour l'annoncer. Parce que ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est même entreprise qui refuse de défaire à la convocation du tribunal, c'est elle aujourd'hui qui a gagné le projet de la Mauritanie-Sénégal, du gaz. Ce qui est étonnant. Et quand on dit qu'il refuse de défaire à la convocation, et il vient aujourd'hui qu'on lui donne des projets, comme ça veut dire qu'il y a un intérêt derrière. Ces ex-travailleurs exigent toutefois
le paiement de leurs droits et une réintégration au sein de la société. Et le groupe des ambassadeurs accrédités au Sénégal s'inquiète de la corruption en Afrique. Ils se sont réunis aujourd'hui afin de définir des stratégies concrètes pour lutter contre ce fléau qui plombe le développement de beaucoup de pays du continent. C'est un sujet de Mohamedou Diallo. Plus qu'une option, la lutte contre la corruption est devenue un réel impératif. 6 pays africains sont dans le top 10 des pays les plus corrompus au monde, selon Transparency International. Le Sénégal a mis sur pied des mécanismes anticorruption pour booster la bonne gouvernance. En Afrique déjà, on est à la 2e place après le Cap-Vert en matière de la lutte contre la corruption. Et depuis quelques années maintenant, nous occupons les 10 premières places. Donc on peut dire depuis 10 ans, nous occupons à peu près les 10 premières places donc, au niveau africain. La corruption freine le développement de beaucoup de pays. Elle se manifeste à différents niveaux. Parfois, elle est même érigée en règle sociale. La corruption est un élément important en ce qu'elle s'incruste dans nos comportements de tous les jours, en ce qu'elle prend racine sur nos traditions. Parfois, nous posons des actes dont nous ne sommes pas conscients qu'elles relèvent peut-être de la corruption, que ce soit au niveau le plus bas, donc au niveau des populations, que ce soit également au niveau le plus élevé. Les flux financiers liés à la corruption en Afrique sont estimés à 50 voire 80 milliards de dollars américains, une somme supérieure à l'aide publique au développement, c'est dire toute la nécessité de lutter contre la corruption pour l'essor socio-économique de l'Afrique. Si vous vous étiez déjà rendu compte que la mouvance présidentielle et l'opposition ne parlaient plus le même langage, eh bien sachez que depuis l'installation de la commission chargée du contrôle et de la vérification du parrainage, eh bien c'est encore pire. Tandis que le docteur Cheikh Tidiane Seck du PDS est nullement convaincu de la pertinence de cette commission, c'est tout le contraire de Cherguey de la coalition Benno Bokk Yakaar. Plus de détails tout de suite avec Ibrahim Afal. Commission ad hoc du parrainage officiellement installée, la polémique prend de l'ampleur. Du côté du Parti démocratique sénégalais, l'on cloue au pilori cette démarche. En lieu et place de discuter avec son opposition significative, le président Macky Sall est en train de discuter avec lui-même. Parce que comme vous le constatez, l'opposition représentative de ce pays tourne autour du Parti démocratique sénégalais qui ne participera ni à une concertation, ni à un dialogue dans des conditions pareilles. La réplique ne s'est pas faite attendre du côté de la mouvance présidentielle. La politique de la chaise vide n'a jamais réglé les crises politiques selon ce responsable de Benno Bokk Yakaar. Politique de chaise vide, ce que j'ai toujours déploré en politique. Parce qu'en politique, quelles que puissent être par ailleurs les décisions qu'on aura prises, il faut toujours être présent pour pouvoir vraiment donner son point de vue sur telle ou telle loi. Quelle posture adopter pour un consensus sur le fichier électoral? Véritablement, je crois que ce sont des farces qu'ils sont en train de dérouler. S'ils veulent véritablement un processus électoral transparent, libre et démocratique, s'ils veulent que le contentieux préélectoral soit épuisé, s'ils veulent qu'après les élections, tout le Sénégal reste en paix, stable et que tout le monde aille travailler, il faut qu'ils discutent avec le Parti démocratique sénégalais et ses alliés. Un dialogue, ça ne doit pas seulement concerner le parrainage. Le dialogue doit aussi tenir compte des questions politiques, n'est-ce pas, importantes, saillantes aujourd'hui. Il s'agit, n'est-ce pas, du fichier électoral qu'on doit revoir, la distribution des cartes électeurs qu'on doit également revoir, et qui alimente le débat aujourd'hui. Je crois que là, je dirais à l'opposition de vraiment de répondre. L'on s'achemine vers des contestations de l'élection présidentielle de 2019. Les langues se délient sur le processus électoral. Le pouvoir appelle au dialogue. L'opposition campe sur sa position, à savoir refuser la main tendue du gouvernement. Et bien loin des querelles politiques, sachez que ce jeudi marque la journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale au Sénégal. Près de 400 nouveaux cas surviendraient chaque année dans le pays et entre 50 000 et 100 000 dans le monde. Le ministère de la Santé et l'hôpital général de Grand Yoff se disent fin prêts pour éradiquer cette maladie d'ici quelques années. Alors si vous ne savez pas de quoi il s'agit, regardez ce reportage de Yamakoli. La fistule obstétricale est une communication anormale entre le vagin et la vessie qui résulte d'un accouchement difficile sans assistance. Elle entraîne une perte d'urine. Cette maladie touche particulièrement les filles et les femmes qui sont dans les zones enclavées. La fistule obstétricale est une maladie handicapante
une maladie qui crée chez la femme porteuse un sentiment d'injustice sociale. Le Sénégal a fait des avancées significatives en médecine. Selon ce professeur en neurologie, le pays compte mettre en place des dispositifs pour éradiquer cette maladie. Éliminer la fistule obstétricale est possible au Sénégal pour plusieurs raisons. D'abord parce que le Sénégal n'est pas un très grand pays. Nous faisons que 200 000 km². La population n'est pas très grande, on n'est que 15 millions. Le nombre de nouveaux cas estimés par an est autour de 400. Nous avons l'avantage d'avoir des hôpitaux de niveau 2 dans pratiquement toutes les régions, avec une très bonne distribution des spécialistes que sont les gynécologues, les urologues, les chirurgiens. Nous avons des équipes dynamiques, en particulier celle de l'hôpital de Grand Yoff, qui se mobilisent pour aller dans les régions et renforcer les capacités. Nous parviendrons d'ici 2030 à éliminer la fistule au Sénégal. Cependant, il souligne que le financement fait défaut. À des financements alternatifs, le programme de réparation de fistule n'est pas structuré comme les autres. Il n'y a pas de ligne budgétaire identifiée dans le budget du Sénégal, du ministère de la Santé. Et nous pensons que ce serait important qu'on identifie cette ligne budgétaire. Deuxièmement, nous devons aussi pas seulement compter sur l'appui des partenaires comme le Fonds des Nations Unies pour la population ou UNFPA. Nous devons aussi voir s'il n'y a pas d'autres solutions du genre, par exemple, utiliser la zakat. Dans le monde, moins de 2 millions de femmes sont victimes de la fistule obstétricale. Le Sénégal enregistre chaque année 400 cas. Ainsi, le ministère de la Santé et l'hôpital de Grand Yoff comptent mener des activités pour éradiquer cette maladie. Vous l'aurez sûrement remarqué, au Sénégal, le Ramadan est une période où la solidarité accroît. Beaucoup de musulmans profitent en effet de ce mois de jeûne pour donner l'aumône. Mais pour beaucoup de citoyens, ces gestes devraient outrepasser le simple motif du Ramadan et continuer toute l'année. C'est un sujet de Djibi Sardioni. L'islam, religion de partage, d'amour et de solidarité, les musulmans se sentent dans l'obligation de donner l'aumône, surtout en période de Ramadan. Que la période du Ramadan est une période de grâce, de générosité, de partage, de pardon, comme on a l'habitude de le dire. Donc c'est une occasion pour les musulmans, de manière générale, de multiplier leurs bonnes actions. Le mois de Ramadan est différent des autres. Il est particulier. C'est ce mois qui a vu descendre le Saint-Coran. Le mois béni, un moment de diète et de dévotion, il est choisi par beaucoup de musulmans au Sénégal pour s'acquitter de l'aumône, un fait jugé normal par ces Sénégalais. Je trouve assez normal que l'aumône fait par les Sénégalais soit multiplié et que ceux qui en demandent également en profitent bien. Il y a deux choses essentielles dans la religion musulmane, la prière et la zakat. Tout comme ces dernières, l'aumône est recommandé. Les mendiants profitent bien de l'aumône donnée par les fidèles. Abdul Khadr, qui n'est pas contre la mendicité chez les talibés, demande aux musulmans de continuer de donner l'aumône, même après la fin du Ramadan. L'aumône est en fait une action qui permet aux musulmans ou qui peut éviter aux musulmans une malédiction. Donc je pense que c'est une raison parfaite pour le musulman, non pas en temps de Ramadan, mais en tout temps de privilégier ou de donner l'aumône. Durant ce mois, il est difficile, voire même impossible de trouver un quartier de Dakar sans mendiants, une période prospère chez ces derniers. Et Ramadan, toujours. Dans beaucoup d'entreprises, les horaires de travail changent en cette période. Elles sont en effet réduites pour soulager les jeûneurs. Mais pour certains, cela ne devrait pas être le cas, car selon eux, islam et oisiveté ne s'accordent pas. Le point avec Yamakoli. Du travail effectif diminue en période de Ramadan. Certains Sénégalais ne pouvant plus tenir le coup préfèrent réduire leurs heures. Un constat que bon nombre de citoyens déplorent. Les personnes qui ont le nom de famille Diop, à une certaine heure, je vous assure qu'elles sont épuisées. En période de Ramadan, il n'est pas recommandé de réduire ses heures de travail.
Je trouve cela injuste de diminuer ces heures de travail. Pourtant, avec le Ramadan, on a plus de temps pour mieux travailler. La réduction des heures de travail ne risque-t-elle pas de freiner le développement du pays? Une question à laquelle certains tentent de répondre. Si nous passons tout le mois de Ramadan à réduire nos heures de travail, cela ne va jamais contribuer au développement du pays. Oisiveté est mère de tous les vices. Nous devons travailler dur pour booster l'économie de notre pays. Une période difficile pour certains de faire le travail convenablement. Ainsi, certaines entreprises ou le secteur informel préfèrent diminuer les heures de travail pour soulager leurs employés. Paix et solidarité dans le monde, c'est le thème de la conférence internationale 2018 de la jeunesse islamique. Selon le président de la commission d'organisation Modou Diop, la pratique de l'islam au Sénégal serait un exemple pour les autres pays dans le monde. Modou Diop est au micro de notre reporter Adiara Ndiaye. Des armes qu'ils n'ont pas encore utilisées. Par exemple, à travers la zakat. C'est une thématique qu'on peut développer qui peut vraiment résoudre beaucoup de problèmes de pauvreté. Donc, l'islam, c'est la somme des verbes. C'est la synthèse de toutes les civilisations. L'islam, c'est un projet de société. C'est une manière de vivre. C'est le Sirat al-Mustaqim, la voie droite que Dieu a certifiée à travers son prophète Mohammed dans Yassine. Parmi ces élus, il est sur la ligne droite. Donc, Mohammed, en vérité, c'est l'élu de Dieu. Al-Quds, c'est le troisième lieu saint de l'islam. C'est ce lieu où le prophète Mohammed Rasulullah a fait cette ascension physique et spirituelle. On se contente de ça. C'est un patrimoine universel, c'est un patrimoine islamique qu'on doit sauvegarder. Le soukerou kor, une pratique inscrite dans la tradition sénégalaise mais qui pèse de plus en plus lourd dans les ménages. Alors si vous ne connaissez pas le soukerou kor, il s'agit en fait de donner à la belle famille un panier de divers produits à consommer à la rupture du jeûne. Et même si cette tradition n'est pas une obligation, eh bien sachez-le, certains se sentent obligés de débourser de grandes sommes qui ne s'alignent pas forcément avec leurs moyens. Le point avec notre reporter. Ramadan rime aussi avec soukerou kor, une habitude qui devient une tradition pour les Sénégalais. D'ailleurs, les personnes rencontrées jugent que la tendance est exagérée. Il y en a qui peuvent acheter du sucre pour les displays du sucre. Ouais, mais pas d'acheter des tissus ou bien des enveloppes d'argent. Nous, on ne connaît pas ça. Parce que d'autant plus, on n'a pas les moyens encore. Il faut faire ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Le mariage ne doit pas être source de peur. La teranga est quelque chose de naturel. Mais parfois, on voit des personnes durant le mois de Ramadan, elles sont tout le temps stressées à cause de ce fameux soukerou kor. Les femmes célibataires donnent du soukerou kor parce qu'elles veulent avoir une place dans la famille du conjoint. C'est du moins la vie de cette jeune fille. Je ne donne pas de soukerou kor, car pour moi c'est comme si tu voulais acheter une place dans la belle famille. Mais il y a beaucoup de jeunes filles qui le font. Moi je suis contre. Selon ces Sénégalais, le soukerou kor est une tradition qui fait partie des terangas sénégalaises. Je vis sans stress. Si j'ai de l'argent, je donne le soukerou kor. Mais si j'en ai pas, je ne le fais pas. C'est une obligation dans un contexte bien déterminé. Du fait que la maman de ta femme, tu la considères comme ta maman, le père de ta femme, tu le considères comme ton père. Là, si tu veux faire un geste, c'est un geste quoi. C'est un geste noble. Hommes, femmes, mariés ou célibataires, le soukerou kor pose d'énormes problèmes et cela ne devrait pas l'être. Par ailleurs, certaines personnes déplorent la manière de faire de cet acte et demandent plus de modération. Et le chef de l'État Macky Sall a remis cet après-midi le drapeau national aux Lions de la Teranga qui vont donc participer à la prochaine Coupe du Monde de football. Une cérémonie de remise de drapeau qui s'est déroulée à la présidence de la République sans la présence de Sadio Mané qui est actuellement à Kiev pour préparer la finale de la Ligue des Champions. Badier, autrement dit aller au fond, c'est le mot d'ordre lancé par le chef de l'État. C'est un sujet d'Ibrahim Afal. Mot d'ordre. Voici le mot d'ordre du président de la République pour galvaniser les Lions de la Teranga. Remettant le drapeau national aux joueurs de Aliou Cissé, le chef de l'État rappelle aux 23 Lions le sens de leur mission. Mes chers Lions, au vu de votre remarquable parcours,
qui constitue un bel hommage à votre talent. Le peuple sénégalais rassemblé dans une chaleureuse communion et des prières ferventes est en droit de s'attendre à une belle et honorable participation de son équipe nationale. Pas de limite fixée au Lion de la Teranga. Le premier des Sénégalais souhaite un parcours plus significatif qu'en 2002. Ayez à l'esprit cette belle devise de notre armée nationale. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Prenez chaque match comme une finale. Donnez-vous sans compter. Triomphez sur les entraves. Repoussez les limites du possible. Ayez faim de victoire, de gloire et de mérite en allant jusqu'au bout de votre rêve. Je ne vous fixe alors aucune limite, sinon allez le plus loin possible dans la compétition. Le coup d'envoi est donné, les Lions peuvent affûter leurs armes, ceci pour bien participer à cette compétition considérée comme la plus prestigieuse du monde. Voilà, et je n'apprends rien aux amateurs. Le mondial de foot est donc prévu du 15 juin au 14 juillet 2018 en Russie. Et l'ancien ballon d'or africain El Hadji Diouf était également présent lors de cette cérémonie. Il appelle les joueurs à défendre dignement les couleurs du Sénégal. Écoutons-le tout de suite au micro de notre reporter. Sentir quelque chose parce que je ne suis pas quelqu'un de nostalgique. Mais je peux vous dire que c'est des choses qui arrivent. Maintenant, c'est aux joueurs de comprendre le message et d'essayer d'aller défendre les couleurs du Sénégal et surtout de défendre l'Afrique et d'amener un résultat très positif. C'est le discours que le président vient de leur tenir. Maintenant, c'est aux joueurs de comprendre le discours et surtout d'avoir envie d'écrire l'histoire du football, de réécrire les plus belles pages de l'histoire du football sénégalais. Maintenant, c'est aux joueurs de comprendre et surtout de se dire, on a envie de défendre nos couleurs, on a envie de défendre l'Afrique et on a envie de se surpasser, de se surmonter et de faire danser tous les Sénégalais qui sont dans ce monde. Pour aller au sommet, c'est un caractère. Maintenant, c'est aux joueurs d'avoir le caractère qu'il faut. En 2002, peut-être qu'on n'avait pas les meilleurs joueurs du monde, mais on avait un caractère. La preuve, quand on était mené contre la Suède, on a su revenir par un caractère. Et comme il vient de le dire, dans la vie, il faut que chaque joueur sache le slogan du Sénégal, c'est qu'on nous tue mais on ne nous déshonore pas. Voilà donc pour les propos d'El Hadji Diouf. Et évidemment, nous serons tous derrière les Lions de la Teranga lors de cette Coupe du Monde 2018. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. Sans plus tarder, c'est le journal de la BBC Afrique. Excellente soirée sur la DTV. الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر